Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La NBA, la grande ligue nord-américaine de basket, envisage de créer un championnat en Europe. C'est encore un projet un peu secret sur sa forme, mais son existence secoue le monde du sport professionnel depuis la fin mars. Le basket à l'américaine qui fait rêver beaucoup de jeunes Européens et qui fait vendre des millions de maillots, casquettes, jeux vidéo et sneakers va-t-il vraiment arriver en Europe ? Si le projet est sur la table depuis des années, il fait maintenant frémir un basket européen qui ne va pas bien. Pour autant, va-t-on voir un jour les Victor Wembanyama, LeBron James, Steph Curry ou Nikola Jokic fouler les parquets du vieux continent de manière régulière ? Que vient faire la NBA dans le basket européen ? Est-elle en mesure de développer ce marché potentiellement juteux ? Et comment, avec les clubs phares du continent ou de nouvelles équipes ? Élément de réponse avec Jean-François Brocard, économiste au Centre de droit et d'économie du sport de l'Université de Limoges, et Nicolas Kinast, journaliste chargé de suivre le basket au service des sports de l'AFP. Sur le fil. New York, fin mars. Adam Silver lâche sa petite bombe devant la presse. La NBA va explorer la création d'une ligue professionnelle en Europe. À ses côtés, le secrétaire général de la Fédération internationale de basket, Andreas Zaklis, laisse entendre que l'instance serait disposée à autoriser une future compétition, voire serait partenaire. La NBA estime, selon plusieurs médias, qu'une telle compétition pourrait générer jusqu'à 3 milliards d'euros de revenus à terme, en capitalisant sur les dizaines de millions de fans à fort pouvoir d'achat que compte la NBA en Europe. Mais concrètement, comment la Ligue compte-t-elle s'y prendre ? J'ai demandé à mon collègue Nicolas. Ce qu'a dit Adam Silver, le patron de la NBA, c'est que pour l'instant, le projet, c'était 12 équipes permanentes et 4 équipes qui changeraient d'année en année. Et dans ces 12 équipes, il y aurait des grands clubs déjà existants, comme le Real Madrid, ou Fenerbahçe, ou le FC Barcelone. Et la NBA aimerait bien qu'il y ait des grandes marques, des grands clubs de omnisport européens, donc qui sont pour l'instant des clubs de football type le PSG. Le PSG qui est le seul club à avoir reconnu officiellement, avoir été contacté par la NBA à ce sujet et être intéressé. Il y aurait aussi Arsenal qui aurait été sondé, Manchester City, à la fois des grandes marques de football dans des grands bassins et qui disposent déjà d'arénas où ils puissent jouer. Alors, c'est le cas de Londres et de Manchester, mais ce n'est pas le cas du PSG. Le moment est venu de passer à l'étape suivante, insiste Adam Silver. Mais pourquoi maintenant, alors que l'idée est sur la table depuis des décennies ? Déjà, c'est parce que la NBA a beaucoup d'argent. Ils ont signé il y a 1 an un contrat télé-record qui entrera en vigueur à partir d'octobre de la saison prochaine. C'est 76 milliards de dollars sur 11 ans. Donc ils ont plein d'argent et ils savent pas trop quoi en faire. Ils ont eu une volonté sans cesse de trouver des relais de croissance, des débouchés. Et là, ils se disent que c'est le moment de venir en Europe. C'est une vieille idée qu'ils ont eue depuis des dizaines d'années. Mais là, donc, c'est le moment parce qu'ils ont beaucoup d'argent et parce qu'ils sentent que non seulement l'Europe est un marché mûr au niveau basket, des joueurs, des fans, des audiences, mais est fébrile, faible économiquement, c'est-à-dire qu'elle ne parvient pas, l'Euroleague ne parvient pas à gagner de l'argent. Arrêtons-nous sur ce point. Une grande compétition européenne existe déjà. C'est l'Euroleague qui accueille les grands clubs du continent. Elle considère l'idée de la NBA comme une menace. L'Euroleague est née quand les grands clubs de basket, de Moscou à Istanbul en passant par Athènes ou Madrid, ont quitté les compétitions européennes pour créer leur propre championnat sans l'accord de la Fédération internationale. Les contrats marketing et les contrats qui lient les 13 clubs actionnaires de l'Euroleague arrivent à échéance en 2026. Une raison de plus pour la NBA de tenter de s'insérer en Europe. Selon plusieurs médias spécialisés, le Real Madrid, le FC Barcelone, Fenerbahçe et l'Asvel, l'équipe de Tony Parker, auraient menacé de partir en juin 2026 à l'expiration de leur licence d'Euroleague. Car l'Euroleague et ses clubs perdent de l'argent. Jean-François Brocard.
L'autre élément de contexte qui justifie l'attractivité de l'Europe pour la NBA, c'est que la ligue ou les ligues pan-européennes, supranationales, ne sont pas du tout efficaces d'un point de vue économique. L'Euroleague est une ligue dans laquelle tous les clubs perdent de l'argent, certains de manière complètement assumée, et d'autres qui doivent, pour suivre le train des salaires offerts aux joueurs, s'engager dans des stratégies de déficit d'exploitation. Donc la NBA se dit, pourquoi est-ce que ces ligues-là sont inefficaces ? Et moi, je m'engage à essayer de faire mieux. Donc effectivement, le contexte, il est celui-ci. Maintenant, moi, en tant qu'économiste, je suis quand même très impatient de voir ce qu'ils vont mettre en place qui va marcher, parce que je ne suis pas du tout certain qu'ils ont fait une bonne analyse du marché. Le business model de la NBA, il s'appuie aux États-Unis sur des droits télé à des montants très, très élevés, sur des contrats pluriannuels très longs, qui donnent une stabilité à la ligue. Ainsi, les médias américains sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour diffuser les matchs de la NBA, 76 milliards de dollars de 2025 à 2036. Nike s'est par exemple aussi récemment engagé jusqu'en 2037 pour être le fournisseur exclusif de la Ligue, un contrat secret mais qui se compte en milliards aussi selon les médias américains. En Europe, la situation est bien différente puisque le basket européen n'arrive pas à convaincre des diffuseurs de payer des droits télé élevés et à s'engager sur des durées très longues, tout en sachant que la plupart des diffuseurs choisis sont des diffuseurs qui ont une visibilité très faible. Alors, est-ce que c'est parce que le produit n'est pas bon aujourd'hui et que la NBA va être capable de créer un produit qui va attirer des diffuseurs et donc tout le reste, ou est-ce que c'est tout simplement parce que le marché est absolument pas mûr pour payer aussi cher pour un sport qui n'est pas un sport qui attire le public à la télévision et un public qui serait capable de payer un péage exprès pour voir ce spectacle-là? J'espère que l'NBA ne se trompe pas. La NBA n'a fixé aucune date ni aucune échéance. Pour autant, comment réussir le mariage entre les deux baskets, l'américain et l'européen, deux mondes complètement différents? Pas exactement les mêmes règles, pas exactement le même terrain et même pas le même temps de jeu. Et dans les tribunes, le public n'est pas le même non plus. En fait, il faut savoir que les ligues nord-américaines, c'est des ligues de spectacle. C'est du spectacle. Au milieu du spectacle, il y a des exploits sportifs, mais c'est avant tout du spectacle. Un match en NBA, c'est un show. Chaque temps mort est occupé par une animation, comme des courses de bébés, des danseurs, des concours entre fans. La musique est à fond, les jeux de lumière spectaculaires. Les spectateurs viennent aussi consommer en mangeant sur place ou en achetant des vêtements aux couleurs de leur équipe préférée. La culture en Europe, qui peut-être va changer, mais on va voir du sport, de l'affrontement, et on va voir que le meilleur gagne. Est-ce que leur show à l'américaine va attirer ? Moi, je pense qu'il va attirer au début, parce qu'on va être curieux, ça va être nouveau, etc. Mais est-ce qu'il attirera sur le long terme de manière à ce que le business soit pérenne ? D'autant que les stars mondiales, les Joel Embiid, Damian Lillard, Luka Doncic ou Kevin Durant, au salaire pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars par an, devraient rester aux États-Unis. Et sans les stars et leurs exploits, alors le produit sera moins bon. Les diffuseurs et les annonceurs seront-ils prêts à payer ? Jean-François Brocard est très critique, il n'y croit pas vraiment. Je pense que c'est une erreur parce que déjà que la NBA sur la plupart des matchs de saison régulière est regardable pour un fan de basket européen parce que le niveau d'engagement est très faible, parce que c'est un concours d'adresse et que c'est pas du tout intéressant. Si en plus on crée des franchises avec des joueurs de niveau inférieur dans un contexte de spectacle, enfin bref, j'arrive pas à voir la manière dont le produit va être si attractif que ça, et je suis pas sûr que la NBA ait envie d'associer son nom à un spectacle de moins bonne qualité dans des enceintes qui seront peut-être pas aussi belles que celles aux États-Unis, même si on voit qu'ils sont assez contraignants là-dessus, puisqu'ils veulent vraiment se retrouver dans les grandes métropoles européennes, y compris celles dans lesquelles il n'y a pas d'équipe aujourd'hui. Bref, donc moi je suis assez perplexe, effectivement. Selon le site spécialisé Sportico, l'investissement minimal pour la création d'une équipe pourrait être fixé à au moins 500 millions de dollars. Ces nouvelles équipes, appelées franchises dans les sports américains, seraient chacune contrôlées à 50% par la NBA et pour moitié par d'autres investisseurs. Un montant faramineux pour l'économiste, un investissement sans beaucoup de garantie de succès, à moins que Rick Burton, professeur de management du sport à l'université de Syracuse, a une autre théorie.
Le chercheur estime que la NBA cherche à anticiper un monde complètement globalisé. L'idée serait ici de poser les premiers jalons d'une ligue mondiale. On a interviewé un universitaire américain qui disait que ce move de la NBA pouvait être un premier pas vers un futur beaucoup plus lointain où, grâce à la réduction des distances, finalement, des franchises NBA de taille moyenne seraient remplacées par des grandes mégalopoles mondiales et donc européennes, Paris, Londres, Berlin, qui joueraient en NBA. Dans ce futur hypothétique, les San Antonio Spurs, les Memphis Grizzlies, le Oklahoma City Thunder, les Indiana Pacers, qui jouent dans des villes moyennes, pourraient déménager dans les grandes capitales européennes. Ça me paraît très lointain, très hypothétique. Ça pose d'énormes problèmes évidemment de logistique, de fuseaux horaires, etc. Outre des problèmes d'écologie. Mais alors peut-être que la NBA va tout simplement mettre sa puissance marketing au service des clubs européens. Je vois mal une ligue NBA Europe sans la plupart des grands clubs et avec leurs supporters, etc. Le chemin qu'on prend, c'est une forme de partenariat NBA Euroleague. Pourquoi pas l'Euroleague qui conserve la main au niveau sportif, mais qui délègue une partie de la gestion des affaires, du marketing, du business à la NBA. Et du coup, la NBA viendrait en quelque sorte apporter son savoir-faire et puis prendre sa part du gâteau, quoi. Les prochaines décisions pourraient en tout cas complètement changer le paysage du basket européen. Et si la NBA vise juste, pourquoi pas défier le football roi sur le vieux continent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet sur Le Fil revient demain.